Oui, la loi de finances 2021 dont nous entamons l'examen, mais qui a déjà été adoptée par la Commission des finances, est marquée par un certain nombre d'évolutions. La première évolution, c'est d'abord dans sa masse globale. On passe d'un budget de l'État qui tournait aux environs de 4 200 milliards pour arriver en 2021 à un budget de 4 589 milliards. Si on en arrive là, dans un contexte où, au plan mondial, il y a encore la récession économique, c'est parce que le Sénégal est parti aussi de fondamentaux budgétaires qui étaient assez solides. Et 2019 a été une année importante dans l'exécution du budget de l'État parce que du point de vue de la mobilisation des ressources, en 2019, on a même eu des dépassements d'objectifs de recettes aux environs de 54 milliards et 94 milliards environ de surplus de financement pour démarrer l'année 2020. C'est pourquoi d'ailleurs, si on regarde bien, le Sénégal a certes subi le choc de la pandémie de Covid-19, mais en dehors du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, qui étaient vraiment les secteurs les plus touchés par la pandémie, le Sénégal a pu résister. Et donc c'est à partir de cette résistance où quand même nous avons connu un glissement du déficit budgétaire à hauteur de 6,1% que nous allons entamer l'exercice 2021. 2020 a été une année difficile, mais en 2021, mais quoique difficile, nous avons pu, avec les bons résultats de la pluviométrie et du secteur de l'agriculture, contrairement aux premières estimations, le Sénégal ne va pas entrer sur 2020 en récession. Il avait été prévu une récession économique avec un pourcentage de croissance de moins 0,7, mais avec les résultats de l'agriculture, nous allons rester dans une dynamique de croissance certes assez faible puisque ça va tourner aux environs de 0,8. Maintenant, c'est sur la base de ça que le projet de budget 2021 a été construit, mais aussi articulé au PAP2A, au programme d'action prioritaire du PSE, mais dans sa formule accélérée. Et donc là, si on regarde bien la loi de finances, certains enseignements sont à tirer. Un, nous allons continuer à avoir une masse salariale qui continue d'augmenter, plus de 900 milliards sur l'année. Ceci est également essentiellement dû à deux raisons. Le gouvernement s'est engagé auprès des travailleurs, notamment les organisations syndicales enseignantes, a pris un certain nombre d'engagements. Donc la loi de finances, à travers la masse salariale, doit traduire ces engagements. L'autre engagement qui a été pris par le président de la République, c'est l'ouverture d'un processus de recrutement de 1000 agents pour le service de la santé. Tout ceci reliés vont entraîner une augmentation de la masse salariale qui va se retrouver aux environs de un peu plus de 900 milliards. Après, il y a le remboursement de la dette publique. La dette publique, le service de la dette, c'est 327 milliards. L'amortissement de la charge de la dette, ça va être 600 milliards. L'un dans l'autre, on est dans une démarche dette, remboursement de la dette publique, principale et intérêt, qui vont tourner aux environs de 900 milliards. Mais ce qui est plus important, c'est que face à ces obligations de charge et dans la perspective de dégager une marge d'investissement, le président de la République a instruit le gouvernement d'aller vers une meilleure rationalisation des dépenses de fonctionnement. C'est ça qui fait qu'un budget, par exemple, comme le budget de la présidence de la République, va connaître une baisse cette année de 10 milliards. Et du point de vue des investissements, on va être sur des seuils d'investissement qui vont tourner entre les investissements financés sur ressources internes et les investissements financés sur ressources externes. On tournera aux environs de 1300 milliards. C'est-à-dire que sur les 4589, si vous sortez la masse salariale qui est une dépense incompressible, vous sortez l'amortissement de la dette ainsi que les intérêts de la dette qui font environ 900 milliards, tout de suite vous voyez que le plus important dans le budget de l'État va vers l'investissement parce que c'est l'investissement qui génère la croissance. Cet investissement, il s'agira de poursuivre les travaux, d'entamer les travaux de la deuxième phase du TER de Diamniadio vers AIBD. C'est aussi l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. C'est aussi d'autres investissements dans le secteur de la santé. Je dois dire que la loi de finances tire aussi les leçons de la pandémie, puisque les analyses qui ont été faites et les constatations qui ont été faites sur la capacité de notre système sanitaire à faire face à la Covid, mais tout ceci a été pris en compte puisque le budget du ministère de la Santé va connaître une hausse et dans le courant de l'année également, il est attendu du ministère de la Santé
qu'une dizaine d'hôpitaux, de très grands hôpitaux, fassent l'objet d'une proposition d'investissement. Donc, mais pour l'instant, dans cette loi de finances, il est prévu une augmentation du budget de la santé pour essayer de corriger tant bien que mal les disparités qui ont été constatées avec la Covid. Bien entendu, le poste budgétaire le plus important de tous les ministères reste le ministère de l'Éducation nationale, avec ses 558 milliards qui lui sont consacrés. Mais ceci aussi se comprend, parce que sur les 558 milliards, pratiquement les 545 vont aller vers le règlement des salaires des agents, des enseignants. Ceci est normal, parce que quand vous regardez le nombre d'agents de la fonction publique, vous en avez strict sensu fonction publique 140 000. Les agents de l'État non fonctionnaires, 10 000. Ça veut dire que c'est 151 000 agents qui émargent sur le budget de l'État et c'est ce qu'on appelle les mises en solde. Donc, et dans ces 151 000, les enseignants représentent 91 000 déjà. Ça veut dire donc que c'est normal que le secteur de l'éducation nationale continue d'être une priorité en termes de mobilisation des crédits budgétaires. En même temps qu'il faut payer les salaires des enseignants, il faut aussi faire face aux défis de la qualité et aux défis de la gestion dans les structures enseignantes. Et je terminerai par ça. Vous prenez l'enseignement, l'éducation nationale, vous prenez l'enseignement supérieur, vous prenez l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est presque 1 000 milliards sur le budget de l'État. Ça veut dire donc que c'est un budget qui est ambitieux pour la jeunesse, qui aussi, à travers le ministère de la Jeunesse, des programmes comme le PRODAC qui vont être renforcés, l'ANPEJ qui va être renforcé d'environ 1,6 milliard, c'est la tentative, et d'autres programmes orientés jeunes qui sont dans le ministère de l'Agriculture, dans le ministère de l'Élevage. Tout ceci devrait concourir à répondre à cette angoisse de la jeunesse, quand bien même il faut continuer de faire des efforts. L'ADER va avoir une dotation supplémentaire et l'ADER aujourd'hui est suffisamment crédible pour lever des fonds sur la base des ressources initiales que l'État lui avait mises à sa disposition. Donc c'est un budget contraint, il faut continuer. La croissance économique pour 2021 est attendue aux environs de 5,2%, ce qui et même le déficit budgétaire est attendu aux environs de 5%, en dépit de la pandémie dont nous sortons. Donc voilà un peu le cadre global de la loi de finances. Maintenant, c'est une loi de finances, il faudra travailler à ce que toutes ces projections connaissent une réalité, que ces grands chantiers qui sont annoncés soient exécutés dans de bonnes conditions et que les Sénégalais soient accompagnés. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que tous les marqueurs sociaux du budget de l'État, qu'il s'agisse de la CMU, la bourse de sécurité familiale, qu'il s'agisse du paiement du PIDC, tous ces programmes continueront d'avoir des allocations substantielles pour répondre aux exigences de développement et d'assistance aux populations.